draperie du ciel. Ben, là, je vous les montre, draperie en bas. C'est un drap qui se... Là, c'est l'ISS, donc on voit ces panneaux solaires, hein, et puis un gars qui filme les aurores boréales. J'ai trouvé ça bon, un peu plus... Ça change un peu, quoi. Hein. Alors, donc j'arrête avec le soleil maintenant. On a vu que le soleil est quand même un objet d'observation assez intéressant. Alors, ici, vous avez une panoplie et toujours, n'oubliez pas que donc, ça va des ondes radio au rayonnement gamma pour vous donner des informations qui sont celles de poussière qui sont à 10 degrés Kelvin, hein, donc très froides, jusqu'à des choses qui font que les trous noirs avalent avec une énorme énergie, avec énormément de rayons X, etc., qu'on essaye aussi de déchiffrer. Donc vous avez ici toute la panoplie, avec au centre, dans le visible, et un petit peu d'infrarouge et un petit poil d'ultraviolet, mais très léger, Hubble, hein, qui nous a donné de fantastiques images. Mais il est évident que dans le X, dans les autres, il faut d'autres types de détecteurs. Vous avez Galex, Chandra, voilà. Intégral, oui. Ouais, c'est le satellite intégral, Chandra, Galex, Fuse. Et de ce côté-là, vous avez Planck, qui est un merveilleux engin, mais qui est refroidi par de l'hélium à double pompage, etc., et qui atteint 0,1 degré K, je crois, la température du capteur. Hein. Il est vraiment près du zéro absolu, quoi. Non, ça n'existe pas de zéro, mais il est très très près du zéro absolu. Mais il vient de finir ses possibilités de refroidissement pour un détecteur. Je crois qu'il y en a encore un qui fonctionne. Hein. Mais il nous a amené des informations qui, actuellement déployées, nous permettront d'avoir avec grande précision le forum cosmogonique et puis aussi des informations sur les poussières galactiques et intergalactiques. Herschel a une bande un petit peu plus micrométrique. Spitzer encore donne moins d'informations. À chaque fois qu'on se déplace vers la gauche, là, on va chercher des informations très près du zéro absolu. Hein. À faire une image, par exemple, de poussière qui ont 10 degrés K. Mais elles émettent aussi, puisque c'est la loi du corps noir. Sauf qu'il y a 10 degrés K. Vous avez très très peu et très très loin dans l'infrarouge, pratiquement en millimétrique. D'accord? Alors que des phénomènes excessivement violents, les explosions de supernova et ce qui les accompagne, ça donne aussi des ultraviolets, donc il faut aller chercher ça de l'autre côté. Là, je fais bon. Ça vous permet de voir quand même qu'il y a des diminutifs. Évidemment, il faut passer de longueur millimétrique, ici par exemple, du visible au micro-ondes. Le micro-ondes, hein, on est pratiquement millimétrique, radio. Évidemment, là, ici, j'ai mis l'énergie d'un photon correspondant en électronvolt, là c'est 4,7. Alors ça s'appelle yoctojoule. Si on le ramène à un joule, c'est une sous-unité qui est assez basse. Yoctojoule. Bon, je me suis amusé à faire effectivement cette échelle. Et j'ai classé effectivement ce qui était ici, ultraviolet, extra-ultraviolet, rayon X, rayon gamma, d'accord? Et à chacun va correspondre, ici intégral d'ailleurs, vous l'avez reconnu en haut, intégral va prendre cette bande-là, Chandra va utiliser cette bande-là, et c'est le fuse ici, Chandra va déborder aussi sur l'extrême ultraviolet, voilà, alors, quels sont les résultats du point de vue imagerie? Voilà, c'est que quand vous regardez Orion, vous arrivez à voir ici cette petite nébulosité, donc bien, on peut la regarder, mais regardez en face, ce qu'est réellement Orion, quand on regarde sa poussière, effectivement on retrouve des zones chaudes ici qui sont les nébuleuses avec des gaz ionisés, etc.
Mais on retrouve aussi toute la poussière qui laisse passer, qui n'est pas très dense, puisqu'elle laisse passer quand même les étoiles derrière, vous n'en apercevez pas dans le visible pratiquement. Évidemment, si on faisait peut-être par des calculs, on arrivait à dire, bon, il y a une certaine atténuation, mais bon, c'est quand même pas le même ciel, quoi. Maintenant, il y en a qui préfèrent peut-être à gauche, hein, c'est leur droit, mais l'information que l'on tire sur la naissance stellaire, etc., c'est quand même sur la droite. On ne peut pas faire d'astronomie actuellement. Dans le visible, pratiquement, il n'y a plus d'informations. Quand vous prenez les VLT, avec les optiques adaptatives, ils travaillent de micron à 2 microns, moi je vois rien. Et vous non plus. Là, vous voyez Orion, donc le petit truc là, qui était dans la constellation, qui est invisible. Alors évidemment, il y a des belles zones noires qui vous donnent un beau contraste. Quand vous y mettez les informations infrarouges des poussières, ben déjà, il n'y a plus tellement de zones noires. Vous voyez, on retrouve là, parce que j'ai l'impression qu'ils ont superposé les deux informations, le visible et l'infrarouge, bien sûr. Donc on obtient, on reconnaît quand même. Mais alors que tout à l'heure, vous aviez du mal à reconnaître l'Orion, si peut-être les étoiles principales, on les retrouve, mais il y a tellement d'informations que... Alors voilà, quand on regarde dans le visible, là, via le VLT, une explosion d'une supernova qui a eu lieu effectivement en 1050, qui est distante de 6000 années-lumière, qui fait un diamètre de 10 années-lumière, et donc sur 1000 ans, elle a eu le temps de s'expanser dans le ciel. Vous dites, bon, bah, ça va, elle se calme, hein, elle a disparu, ça y est, maintenant, ça va refroidir, ça va évoluer, ça va se mélanger aux nuages de poussière, etc. Donc très intéressant pour former d'autres systèmes solaires, stellaires, etc. Eh bien non. Voilà la même chose où on mélange l'information visible avec l'information en rayon X. On voit quelque chose d'exceptionnel avec une espèce de toupie qui tourne et qui est effectivement le résidu de l'étoile qui s'est effondrée. En s'effondrant, elle a gardé une partie du mouvement cinétique, donc elle tourne très vite, elle expulse des jets, et vous voyez que par rapport à l'image visible, c'est pas une petite chose, hein, l'étoile au centre est pratiquement un point. Hein. Là, c'est un peu grossi, vous voyez l'énorme orage qui est en rotation, qu'on ne devine pas en visible, donc on passe à côté de tas de choses en visible, c'est un peu normal, hein, sinon... C'est surtout qu'on pensait que c'était tout petit au centre de la... Oui, c'est une étoile à neutrons. Non, c'est une naine blanche à la rotation rapide, je ne pense pas. Puisqu'elle brille. C'est un pulsar, le par là. Oui, mais il est né en X, on la voit quand même. Hein. C'est vrai qu'on la voit qu'en X, c'est-à-dire. C'est quelque chose de spectaculaire. Là, c'est Cassiopée aussi. Ça aussi, c'est une explosion qui ne donne pas tout à fait la même forme en draperie, là, comme l'autre, mais au contraire, une forme plutôt sphérique. Bon, on ne voit plus rien au centre, on voit des résidus de matière qu'une étoile fabrique. Et je signale que c'est très intéressant pour la Chine qu'elle fabrique tout ça, parce qu'elle met à disposition des systèmes stellaires qui vont naître après, des tas de choses qu'elle a fabriquées, et surtout qu'elle a fabriquées au moment d'exploser. Parce que je vous signale que le fer est un modérateur pour la génération thermonucléaire d'énergie. Donc une étoile, quand elle arrive au cycle du fer, quand elle a à peu près beaucoup de fer, ça modère, ça arrête en fait son cycle. Elle est plutôt en train de mourir à ce moment-là. Et quand dans ces couches, il y a des phénomènes thermiques extrêmement élevés, parce qu'à ce moment-là, elle change complètement de mode et de fonctionnement, et qu'elle devient une supernova, elle va exploser, elle va expulser dans l'espace, évidemment, des choses qui sont jusqu'à, comme masse atomique, celle du fer. Parce qu'elle n'a pas pu fabriquer autre chose. Mais, après tous ces noyaux métalliques, se reçoivent une implantation d'ions à très très haute énergie qui vont faire monter le nombre
de neutrons et de protons des atomes autour de cette étoile. Et par spallation, ça s'appelle par spallation, on va récupérer jusqu'à l'uranium, le plutonium, n'est-ce pas? Parce que sinon, aucune étoile n'aurait. Alors, je vous signale qu'à l'origine, on n'avait que de l'hydrogène et que de l'hélium. Donc, pour avoir des métaux et des choses lourdes, il a fallu qu'elles travaillent. Et c'est les supernovae qui permettent de faire ces métaux. Voilà, par leur mort. Il faut qu'elles meurent pour que nous on vive. Voilà. Alors par contre, quand on la regarde justement dans d'autres longueurs d'onde, il n'y a plus de trou central. Il y en a partout. Et il y a aussi, voilà, la partie visible, elle est ici. Mais là, il y a plein de choses encore, en ultraviolet et en rayon X. Il y a des ondes de choc, c'est-à-dire que les gaz lancés à une telle vitesse vers le milieu interstellaire, ça fait comme une onde de choc, comme une explosion. Et il y a une limite qui est une onde de choc, une accumulation, et qu'on ne voit pas dans le visible. Voilà. D'où l'intérêt de l'astronomie multispectrale, si vous voulez voir ce qui se passe. Voilà un petit mélange de plusieurs informations. Donc on retrouve très bien les ondes de choc, on retrouve des gaz froids, des poussières, voilà. C'est assez spectaculaire. Bon, à peu côté, vous avez des étoiles jaunes, parce qu'effectivement, quand il y a des fausses couleurs, je vous signale qu'il n'y a qu'une partie ici qui est visible, c'est celle-là. Hein, et le reste, ça vient ou de l'infrarouge ou du rayonnement X. Alors, quand on fait ici la carte des températures, ici on fait une carte de température du thermique donc vers les infrarouges, et on obtient effectivement une carte où on voit des concentrations de matière apportées à des températures plus importantes que d'autres. Alors aussi, je vous signale que quand on fait effectivement une analyse fine dans la bande, petite bande par une analyse plus fine, on peut même, voilà tout le spectre en rayon X, mais quand on fait une analyse par des bandes, par des sous-bandes, hein, on peut lire ici qu'il y avait du silicium, lire ici qu'il y a des concentrations d'ions calcium, et ici il y a des ions fer. Ça, on ne peut pas le faire en visible non plus. Et donc, quand même, ça apporte des richesses d'informations qui permettent de voir ce que c'est qu'une explosion d'une étoile comme la voilà la même. Bon, il reste, bon, ça c'est une illustration de l'étoile à neutrons qui est au centre de ce cataclysme. Très joli, dans Cassiopée. Alors, Herschel, bon, c'est américain ça. Hein. C'est pas dans, mais ça montre quand même des choses qui sont à moins 240 degrés en bleu et moins 260 degrés en vert quand même. Hein. Donc ici on reconnaît la rosette qui est quelque chose que tout un chacun peut photographier avec son instrument. Et là, ici on obtient des informations qui vont beaucoup plus loin et qui montrent effectivement des nuages de poussière très froids et certainement des zones où on pourra reformer des étoiles. Parce qu'effectivement, si c'est une grosse supernova, une grosse étoile, ça envoie dans l'espace assez de matériaux pour former des petites étoiles plusieurs petites étoiles comme une autre. Hein. Comme la nôtre, pardon. D'ailleurs, voilà des structures maintenant qui ont été mises avec Herschel, qui ont été mises en évidence, hein, sous forme filamentaire. Et là, si ça se condense, on aura certainement des formations stellaires. Alors je passe aux galaxies. Et voilà, je vous ai un petit peu très accéléré, j'avais prévu au moins une demi-heure de plus. Mais là, c'est un panneau des galaxies, mais vu avec aussi des informations infrarouges qui permettent peut-être de faire une classification un peu plus variée que celle de Hubble, ou ce qui n'était que dans le visible. Galaxie, le triangle initié. Donc oui, ben là on l'a. C'est une image de Kipling. Hein. Et ici, quand on ajoute l'infrarouge,
et un peu d'ultraviolet. L'ultraviolet nous montre une flambée d'étoiles géantes très jeunes ici, tout autour. Par contre, les zones de poussière qui ici sont noires, elles deviennent rouges et émettent évidemment de la lumière dans l'infrarouge. Donc ça change pas mal l'aspect de la galaxie si vous la reconstituez avec ces informations-là. Ici, c'est Andromède, et Andromède, effectivement, avec l'ensemble. Bon, on est habitué à la voir comme ça, pas vraiment. On est habitué à la voir comme ça si on met un capteur qui vous donne un temps de pause suffisant pour qu'on voit que c'est bleu ici, rouge là-bas. Parce que généralement, moi, je vois un gros nuage bien blanc, bien laiteux. Ah tiens, Andromède, salut. Mais déjà, pour la voir sous forme visible, avec ses couleurs, malheureusement, mes yeux, il n'y a pas assez d'excitation. Je vois en couleur, par exemple, les deux chars, c'est magnifique, surtout avec le 600 mm, on monte là-haut, c'est un vrai phare, et il y a une intensité suffisante pour exciter vos cônes et avoir une réponse en couleur. Néanmoins, là-dessus vont s'ajouter différentes informations et on voit réapparaître des choses assez bizarres. Ici, une spectaculaire déformation de la galaxie. Et on pense que c'est dû au fait que la petite galaxie qui est au-dessus, là, quand vous regardez, il y en a deux qui sont proches, M33, je crois, et l'autre M32 et 33, c'est ça. Et donc il y en a une qui est passée à travers un des bras, un ensemble de bras de la galaxie qui l'a déformée. C'est l'explication. Donc, et en rayon X, on voit quelque chose qui n'est pas si calme que ça ici. Et donc il y a peut-être un trou noir là qui fait des siennes. Donc ces grandes galaxies ont généralement associé, la nôtre aussi, mais celui-là a l'air d'être un peu plus violent. On en verra d'autres qui sont vraiment encore plus méchants que celui-là. Mais évidemment, il y a beaucoup d'émissions d'ultraviolets parce que s'il y a de la matière qui est absorbée, si le trou noir existe, mais a priori, ça semble être une bonne. De toute façon, là, il y a une concentration de masse dans un volume très petit qui fait que toute masse qui passe autour se met à spiraler à très grande vitesse et va émettre par effet synchrotron et les électrons qui tournent autour, un énorme rayonnement ultraviolet que l'on voit ici. Je garde le trou noir. M82, c'est quelque chose par contre. Là, il y a de l'émission de gaz. Vous voyez, l'axe de la galaxie est là. Par contre, il y a deux émissions de chaque côté à très très grande vitesse de matière qui en fait. Je ne sais pas si c'est une Seyfert, c'est une galaxie de Seyfert, M82. Galaxie de Seyfert, galaxie active. Je crois que oui. En voilà une autre aussi qui m'émet énormément de Santosa est aussi, quand on la regarde en visible, ici il y a l'ensemble des informations. On voit que c'est une galaxie vraiment très très active. Ouais. On voit une autre, la M106, qu'on voit si calme. En fait, quand on regarde dans le domaine radio, voilà ce qu'elle émet. Donc on sent qu'elle a émis des jets à un certain moment, puis qu'elle s'est arrêtée, elle a remis des jets. Ça fait une espèce d'arrosoir qui tourne, vous voyez, comme quand vous arrosez le gazon. Elle est assez fantastique. Il y en a qui sont calmes, vous les voyez en infrarouge dans l'ultraviolet. Ça pratiquement, ça se superpose pratiquement. Bon, ce qui est zone sombre ici devient une zone lumineuse en infrarouge, ça émet quand même si les poussières sont à 40 degrés, Kevin, bien entendu, elles émettent quand même. Herschel vous montre ici le fond galactique. Alors vous voyez que, quelle que soit la direction que vous regardez, les galaxies, il y en a partout. Alors pourquoi en infrarouge on en voit beaucoup plus? Je vous signale que la récession de Hubble qui fait que plus elles s'éloignent, plus elles sont en éloignement rapide par rapport à nous, et fait que ce qui est visible shift sur l'infrarouge et vous voyez qu'effectivement il y en a partout des galaxies. Il n'y a pas un fond, on trouve le fond cosmique.
cosmogoniques, mais on trouve aussi des galaxies avant. Hein. Voilà différentes longueurs d'onde, 250 microns, 350 microns, 500 microns. L'ensemble nous donne un fond galactique. Hein. Alors les clonages, j'allais assez vite, je crois que voilà, j'avais promis, j'avais demandé au moins 5 minutes de plus à notre prochain conférencier. Et là, ça va, j'ai encore quelques minutes. Merci. Donc on voit que par exemple Jupiter a des aurores boréales, donc une partie vient certainement du vent solaire qui arrive là, et il y a Io à côté qui a une partie des échanges magnétiques et de l'atmosphère d'Io qui doit influer sur le résultat. Voilà, Saturne dit aussi en visible, et puis en infrarouge, sans même pas énormément plus d'informations, ça va quand même vers des couches plus profondes que celles qui sont en altitude. Hein. Donc, si quand on regarde, ça mène quand même des informations intéressantes. Bon. Ben voilà, en X, ah bah oui, peut-être des orages. Vénus en X, bon. La Lune ultraviolet, bon. Par contre, ça c'est très intéressant parce que Vénus, vous ne la verrez jamais comme ça, parce que ça c'est une image évidemment de synthèse qui est due à des radars à balayage qui donnent l'information de la surface de Vénus. Alors il y a une atmosphère hyper dense et vous ne verrez jamais la surface de Vénus en visible, quoi que vous fassiez, et même en lumière infrarouge, parce qu'elle est tellement chaude qu'elle est partout. Enfin bon, les détails de la surface de Vénus nous étaient interdits jusqu'à ce qu'on fasse du radar à balayage, voilà. Et qu'on ait des échos et des mesures altimétriques du terrain.